Bonjour à tous et bienvenue sur la sixième partie des probabilités. Nous allons maintenant parler d'un théorème fondamental en probabilité et en statistique, le théorème de Bayes. Ce théorème permet de mettre à jour nos croyances sur un événement à la lumière de nouvelles informations ou de données observées. Si vous avez effectué les exercices jusqu'ici, vous savez déjà calculer le théorème de Bayes, que ce soit via les probabilités ou des valeurs concrètes. La formule du théorème de Bayes est P de A sachant B est égal à P de A fois P de B sachant A, le tout divisé par P de B. En soi, le théorème de Bayes nous permet de calculer la probabilité qu'un événement A se produise, sachant que l'événement B s'est déjà produit. Tout ceci en utilisant des probabilités conditionnelles inverses et les probabilités marginales. Alors, vous n'avez pas besoin de retenir la formule, car vous savez déjà la calculer. Il vous suffit de bien organiser vos données et vous saurez répondre correctement sans même connaître la formule. Ce théorème est extrêmement utile dans divers domaines, notamment en médecine, en intelligence artificielle, en sciences sociales et bien d'autres. Il nous permet de mettre à jour nos prédictions en tenant compte de nouvelles informations, ce qui est essentiel dans la prise de décision basée sur des probabilités. Imaginons l'apparition d'une nouvelle maladie, le SARS-2. La probabilité qu'une personne soit atteinte de cette maladie est de 1%. Pour dépister cette maladie, un laboratoire de recherche médicale crée un test afin de détecter la présence de la maladie chez un individu. D'après le laboratoire, lorsque le test est administré à une personne réellement atteinte de la maladie, il fournit un résultat positif dans 95% des cas. Alors, nous pourrions tenter de conclure que le test est extrêmement efficace et qu'il permettra une détection précise des personnes malades. Cependant, il est important d'approfondir notre analyse. Si le test fournit un résultat positif dans 95% de cas, cela signifie aussi qu'il fournit un résultat négatif dans 5% des cas. Et lorsque le test est administré à une personne qui n'est pas atteinte de la maladie, il produit un résultat positif dans 3% des cas. Cela implique aussi que le test fournit un résultat négatif dans 97% des cas, pour les personnes non atteintes de la maladie. Notre première impression est que le test fabriqué par le laboratoire est extrêmement efficace. Mais si on prend en compte toutes les données et on analyse attentivement la situation pour évaluer réellement la performance du test, nous nous apercevons que le test n'est pas si efficace que ça. Pour y voir plus clair, organisons nos données dans un tableau. À partir de ces données, on peut calculer 4 éléments: le vrai positif, le faux négatif et le vrai négatif. On note M la probabilité d'être malade et P la probabilité que le test fournit un résultat positif. Le vrai positif est quand la personne est réellement atteinte de la maladie et que le test fournit un résultat positif. Donc le vrai positif est P de M inter P est égal à P de M fois P de P sachant M. Ce qui nous fait 0,01 fois 0,95, ce qui nous donne 0,0095. La probabilité d'avoir un vrai positif est de 0,95%. Le faux positif est quand la personne n'est pas atteinte de la maladie et que le test fournit quand même un résultat positif. Donc le faux positif est P de M bar inter P est égal à P de M bar fois P de P sachant M bar. Ce qui nous fait 0,99 fois 0,03, ce qui nous donne 0,0297. La probabilité d'avoir un faux positif est de 2,97%. Le faux négatif est quand la personne est réellement atteinte de la maladie mais que le test fournit un résultat négatif. Donc le faux négatif est P de M inter P bar est égal à P de M fois P de P P bar sachant M. Ce qui nous fait 0,01 fois 0,05, ce qui nous fait 0,0005.
La probabilité d'avoir un faux négatif est de 0,05%. Et le vrai négatif est quand la personne n'est pas atteinte de la maladie et que le test fournit un résultat négatif. Donc le vrai négatif est P de M bar inter P bar est égal à P de M bar fois P de P bar sachant M bar. Ce qui nous fait 0,99 fois 0,97 soit 0,96. La probabilité d'avoir un vrai négatif est de 96,03%. Une question intéressante est de calculer la probabilité qu'une personne soit réellement malade, sachant que le test est positif. Alors pour cela, on va utiliser le théorème de Bayes. On calcule P de M sachant P, ce qui nous donne P de M fois P de P sachant M, le tout divisé par P de P. Ce qui nous donne 0,242. La probabilité qu'une personne soit réellement malade sachant que le test est positif est de 24,3%, ce qui est extrêmement faible. Nous pensions que le test fabriqué par le laboratoire était efficace, mais au final, pas du tout. Sur 100 tests positifs, il y aura environ 24 personnes qui seront réellement malades, et environ 76 personnes qui ne seront pas malades, ce qui est très faible. Ce que nous venons de calculer porte un nom en machine learning, c'est la métrique de précision. La précision indique à quel point le modèle est exact lorsqu'il prédit la classe positive. La formule est la même que pour le théorème de Bayes, sauf qu'ici on n'utilise pas des pourcentages mais des valeurs concrètes. La précision est égale au nombre de vrais positifs divisé par le nombre de vrais positifs plus le nombre de faux positifs. Avec une précision de 24,2%, le test est imprécis. Une autre question qu'on pourrait se poser est de calculer la probabilité qu'une personne ne soit pas malade sachant que le test est négatif. Pour cela, on utilise le théorème de Bayes. On calcule P de M bar sachant P bar, ce qui nous fait P de M bar fois P de P bar sachant M bar, le tout divisé par P de P bar. Ce qui nous donne 0,999. La probabilité qu'une personne ne soit pas malade sachant que le test est négatif est de 99,94%, ce qui est extrêmement élevé. Sur 100 tests négatifs, on aura environ 99,9% qui ne seront pas malades, qu'on peut arrondir à 100 personnes, et environ 0,01 personnes qui seront malades, qu'on peut arrondir à 0. Donc, si on obtient un test négatif, on peut être quasiment sûr que la personne n'est pas malade. Une autre question intéressante est de calculer la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est malade. Cette information est déjà écrite dans l'énoncé. La probabilité est de 95%. La probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est malade, est de 95%. Sur 100 personnes malades, le test sera positif pour environ 95 malades et sera négatif pour environ 5 malades. Ce calcul a un nom en machine learning, c'est le recall. Cette mesure indique le nombre de cas positifs correctement identifiés par le modèle ou le test. La formule est le nombre de vrais positifs divisé par le nombre de faux négatifs plus le nombre de vrais positifs. Il existe une dernière mesure en machine learning si vous êtes amené à poursuivre dans ce domaine, c'est l'accuracy ou l'exactitude. L'accuracy mesure la proportion des prédictions correctes effectuées par un modèle ou un test par rapport au nombre total de prédictions. La formule est le nombre de vrais négatifs plus le nombre de vrais positifs, le tout divisé par le nombre de vrais négatifs plus le nombre de faux négatifs, plus le nombre de faux positifs et plus par le nombre de vrais positifs.
Cette formule ressemble beaucoup au coefficient de corrélation de phi. Pour conclure, la première impression du test est qu'il était efficace. Cependant, après une analyse approfondie des données, si un test est positif, il y a seulement 25% de chances que la personne soit réellement malade. Ce qui est extrêmement faible. Le test détecte bien les personnes malades, nous avons un recall de 95%, mais il inclut trop de faux positives. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas malades, mais que le test détecte comme malades. Et donc, grâce au théorème de Bayes, nous avons maintenant une meilleure compréhension du test. Passons aux exercices. Vous travaillez pour une grande institution bancaire et votre équipe est responsable de développer des modèles de détection de fraude dans les transactions financières. Vous avez recueilli des données sur les transactions passées, notamment des informations sur les caractéristiques de la transaction, les habitudes de dépenses des clients et d'autres variables pertinentes. Votre équipe a reçu une alerte concernant une transaction suspecte. Un client a effectué une transaction d'un montant élevé. Vous avez accès à certaines informations. En moyenne, 2% des transactions sont frauduleuses. Si une transaction est frauduleuse, la probabilité qu'elle soit d'un montant élevé est de 10%. Si une transaction est normale, la probabilité qu'elle soit d'un montant élevé est de 1%. Vous recevez une alerte pour une transaction d'un montant élevé. Quelle est la probabilité que cette transaction soit une fraude? Alors, commençons par organiser nos données dans un tableau. Si on reformule la question, on a quelle est la probabilité que cette transaction soit une fraude, sachant que le montant est élevé. Alors, à partir de ces données, on peut calculer 4 éléments. Le vrai positif, le faux négatif et le vrai négatif. On note F la probabilité que la transaction soit une fraude et M la probabilité que le montant soit élevé. On calcule P de F sachant M, ce qui nous fait P de F inter M, le tout divisé par P de M, ce qui nous fait 0,17. La probabilité qu'une transaction soit frauduleuse sachant que le montant est élevé est de 17%, ce qui est très faible. Passons à l'exercice suivant. Vous travaillez pour une entreprise de technologie qui développe un filtre anti-spam pour les courriers électroniques. Le filtre attribue un score à chaque mail reçu pour déterminer s'il s'agit probablement d'un spam ou d'un email légitime. Vous avez collecté des données historiques pour entraîner votre modèle de filtrage. Sur 1000 mails, 100 sont réellement des spams et 900 sont légitimes. Votre modèle détecte 80% des spams. Et votre modèle détecte 95% des mails légitimes. Un nouveau email a été classé comme spam par votre modèle. Quelle est la probabilité que cet email soit réellement un spam? Alors, commençons toujours par organiser nos données dans un tableau. Maintenant, créons notre matrice de confusion. On cherche P de S sachant M, ce qui nous fait P de S inter M, le tout sur P de M. Ce qui nous donne 0,64. La probabilité qu'un mail soit réellement un spam, sachant qu'il a été classé comme spam, est de 64%. Ce qui est bien, mais il faudrait augmenter notre précision, atteindre 70% ou 80% ou plus. On va maintenant s'éloigner un peu du théorème de Bayes pour effectuer un exercice différent. Vous travaillez pour un site internet qui propose du contenu éducatif en ligne. Vous êtes responsable d'analyser le temps que les utilisateurs passent sur le site et d'optimiser leurs expériences de navigation.
vous souhaitez étudier la relation entre le temps moyen de navigation d'un utilisateur sur le site et le nombre de pages qu'il visite. Vous avez accès à des données historiques qui montrent que le temps de navigation suit une distribution normale avec une moyenne de 10 minutes et un écart type de 3 minutes. Le nombre de pages visitées suit une distribution uniforme entre 5 et 15 pages. Quelle est la probabilité qu'un utilisateur passe plus de 15 minutes sur le site en visitant entre 8 et 12 pages? On note X la probabilité qu'un utilisateur passe du temps sur le site. Alors, calculons d'abord la probabilité qu'un utilisateur passe plus de 15 minutes sur le site. On note cet événement P de X supérieur ou égal à 15. Le temps de navigation suit une distribution normale avec une moyenne de 10 minutes et un écart type de 3 minutes. Pour connaître la probabilité qu'un utilisateur passe plus de 15 minutes sur le site, nous allons chercher le z-score. Alors, pour rappel, le z-score est égal à x moins x bar, soit la moyenne, divisé par l'écart type. On fait donc 15 moins 10, le tout divisé par 3, ce qui nous fait 1,66. 15 minutes se situe à 1,66 écart type de la moyenne. Mais nous voulons la probabilité qu'un utilisateur passe plus de 15 minutes, soit plus de 1,66 écart type. Pour cela, nous allons utiliser la table statistique pour le z-score. La probabilité qu'un utilisateur soit compris entre la moyenne et 1,66 écart type est de 45,15%. La probabilité qu'un utilisateur passe moins de 15 minutes est de 95,15%. Donc, la probabilité qu'un utilisateur passe plus de 15 minutes est de 4,85%. Donc, P de x supérieur ou égal à 15 est égal à 4,85%. Calculons la probabilité qu'un utilisateur visite entre 8 et 12 pages. Le nombre de pages visitées suit une distribution uniforme entre 5 et 15 pages. Alors, vous devez sûrement vous dire, mais qu'est-ce qu'une distribution uniforme? Une distribution uniforme est un type de distribution probabiliste où toutes les valeurs ont une probabilité égale de se produire, ce qui donne une répartition équilibrée et constante sur l'ensemble des valeurs. Un exemple de distribution uniforme est le résultat d'un dé. Chaque face a exactement les mêmes probabilités de se produire, soit de 1 sur 6. On note Y la probabilité qu'un utilisateur visite une page. La probabilité qu'un utilisateur visite entre 8 et 12 pages est de 5 sur 11. Alors, pourquoi 11? Au total, il y a 11 possibilités. Un utilisateur regarde entre 5 et 15 pages, soit entre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et 5, car on veut connaître la probabilité qu'un utilisateur visite entre 8 et 12 pages, soit entre 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, la probabilité qu'un utilisateur visite entre 8 et 12 pages est de 45%. Mais nous voulons la probabilité qu'un utilisateur passe plus de 15 minutes sur le site en visitant entre 8 et 12 pages. On doit donc multiplier les probabilités. Nous ne savons pas si les événements sont dépendants ou indépendants. Si les événements sont dépendants, alors il faudra calculer la probabilité conditionnelle, mais nous n'avons pas les informations pour calculer cette probabilité conditionnelle. Dans le cas où les événements sont indépendants, il suffit de multiplier les deux événements. On fait P de Y compris entre 8 et 12 fois P de X supérieur ou égal à 15. Ce qui nous fait 0,45 fois 0,0485.
ce qui nous donne 0,0218. La probabilité qu'un utilisateur passe plus de 15 minutes sur le site en visitant entre 8 et 12 pages est de 2,18%. Mais évidemment, il y a peu de chances que les événements soient indépendants. Il est logique de penser que plus vous passez du temps sur un site, plus vous visitez de pages. Félicitations, vous venez de terminer le dernier exercice.